marge de la philosophie, l'ouvrage de Derrida, et notamment l'idée de différence, le concept de différence. C'est une conférence que Derrida a prononcée, dont je vais évoquer la singularité, l'innovation conceptuelle dont il est question, puisque on peut considérer avec Deleuze, en effet, que la philosophie est une création de concepts. Et créer des concepts, nul doute que la différence avec ce petit a fera partie d'une innovation, d'une réelle invention, création conceptuelle. Mais au lieu de reconduire à un terme abouti, il s'agit évidemment d'un mouvement, ce différent. La différence, nécessairement, si elle est posée au départ, si elle est posée à l'origine, c'est qu'à l'origine même, il y a quelque chose qui constitue un processus, un mouvement qui se diffère, qui est en train de se faire, qui est toujours préalable au concept finalement, au concept qui au contraire va résulter de ce jeu différentiel. On ne part jamais d'une notion déjà constituée, évidente. On n'est pas dans l'évidence cartésienne, on n'est pas au départ là, il n'y a guère de termes, d'éléments donnés, mais seulement un mouvement pour y conduire, et dont l'origine précisément se perd, puisque l'origine étant la différence, au lieu d'un atome d'évidence, au lieu d'une nature simple, pour reprendre l'expression de Descartes, euh, nature première ou principielle. Il s'agirait plutôt d'un processus, quelque chose de processuel, celui de différer, ce, 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 cet infinitif, ce verbe à l'infinitif, marquant un trajet de retard, un écart ou une bifurcation. Différer, du reste, revient à temporiser. Temporiser, poser des délais, effectuer des détours. On nous rétorquera qu'il n'y a pas, en tout cas, ou qu'il n'y va pas dans ce mot que d'un tout petit élément, d'un petit a inoculé à la langue. Cette petite anomalie produit en réalité ou en vérité des effets tout à fait remarquables. Mais cette petite anomalie, elle va induire en même temps différents sens. Le différent, ce qui est autre, le différent au niveau d'un conflit, lorsqu'il y a un différend entre deux personnes, on entend bien ici le côté conflictuel, polémique, le polémos, et ce qui se trouve différé, ce qui va différent, une temporalisation qui est difficile à réduire et dont l'origine et la fin ne sont pas strictement déterminées. Et donc, on est vraiment ici dans une situation très différenciée, finalement, très différentielle, toutes ces vies supposant un préalable. On pourrait dire ce que Derrida affirmait ici, peut-être du génie, de ce qui suppose une génétique, de ce qui suppose aussi une genèse, qui va contaminer la chaîne des signes par une atopie ou un virus concernant, alors je cite Derrida, l'impensable géométrie d'une partie plus grande que ce qui l'inclut, d'une partie plus puissante que le tout, d'une phrase hors de toute proportion avec ce qui la contient, atopie et aporie d'un élément apparemment atomique qui inclut à son tour au-dedans de soi l'élément qui le déborde et dont il entame une sorte de fission en chaîne, une véritable explosion atomique. Alors, voici que fin de citation. Donc, voici que le petit a se produit comme une forme de fission nucléaire, et que Derrida, évidemment, a une idée extrêmement précise et percutante de l'innovation que constitue ce petit A, ce petit élément qui vient faire éclater la langue et qui va
induire cette formule que j'ai extrait de l'ouvrage qui se nomme Genèse, généalogie, genre et le génie. C'est en page 71 de ce texte. Et donc, du coup, de cette implosion de la langue, de cette fission, ou de cette fusion même par moment nucléaire atomique, en l'idiosyncrasie des mouvements même de la langue, de cet excès d'un cas qui devient friable d'une certaine manière, excès d'un cas sur le genre, puisque le petit a va devenir en quelque sorte inclassable, sans origine véritable, puisque la différence conduit vers quelque chose. Si la différence est à l'origine, elle est précisément quelque chose qui relève d'un écart. On a ici donc du coup un ensemble de singularités errantes sur des complexes de signification lacunaires, sur des ensembles et des individus qui vont effectivement, des singularités qui vont primer sur les catégories. Cette fission introduite en tout cas en philosophie d'ailleurs par Jacques Derrida, s'exprimera pour la première fois de façon systématique dans une conférence donnée en 1968, dont je vous avais présenté tout à l'heure le titre, et devant la Société française de philosophie, publiée dans Marge, Marge de la philosophie, sous le titre de la différence donc avec le petit a en question, le petit a singulier qui n'est pas une coquille orthographique. Différent est en tout cas un mot, ce qui va différent est en tout cas un mot qui ne saurait se placer au commencement, puisqu'il ne débute rien, n'indiquant au mieux que cette bifurcation, cet écart, peut être insensible, mais en tout cas tout à fait opérant. Mais comment commencer alors du coup? Qu'est-ce que c'est qu'un commencement? Et peut-on être certain de la consistance ontologique d'un commencement? Ne faut-il pas reconnaître que ce qui s'impose comme une origine substantielle est toujours déjà un accident, accidentel, de sorte que le début n'est jamais de l'être, le début n'est jamais redevable à une ontologie, mais plutôt à une fission ontologique. Au lieu de l'être, on a initialement des relations, comme si l'ontologie elle-même devenait relative. Ou encore, quelque chose comme un contre-coup qui vient briser l'origine. Ces questions sont les premières qui orientent la recherche de Derrida. Elles sont posées dans le premier texte qui a été publié, premier texte donc de l'origine de la géométrie, une préface à une traduction d'un article de Husserl. La géométrie, en effet, ne part-elle pas du vide? Zéro est son point nodal, sur le bord duquel s'impose l'émergence principielle du 1. Encore neutre. Mais Derrida ne thématise pas cette loi du vide qui va orienter, par exemple, la refondation du platonisme réamorcé par Badiou. On n'est pas dans le même registre. Derrida s'intéresse, en lisant Husserl, au pas, à la métrique de la géométrie qui s'appuie sur un rythme, comme d'une certaine manière, le rythme cardiaque. Et comment assigner finalement à une rythmique le premier coup? Premier coup dont, à la façon du cœur qui bat ou se transplante, il n'y a pas de primauté à entendre. Une espèce de nuit feutale qui fait que le premier coup, le 1, de l'origine même de toute rythmique, l'origine même de toute existence, est toujours posé, comme le dit d'ailleurs existence, en dehors de toute place qu'on pourrait assigner. Une nuit feutale où le cœur ne commence pas de façon nette, et on pourra dire d'une série numérique aussi que le premier point, quel nombre, n'est premier que par contre-coup, relativement à un second, qui permet de donner à ce premier cette place, comme en troisième lieu finalement. Imaginons que nous n'ayons pas d'autre nombre que 1.
Un tout seul, un nombre, voilà, qui n'a pas de sens puisqu'il est un relatif. Seul, il perdrait son statut principiel et ne serait un de rien du tout. Il ne devient premier que par rapport à deux, qui doit le suivre et le suivant nous permettra de remonter comme en boomerang vers un, c'est-à-dire en troisième position, dans un contre-coup surplombant, un écho reléguant l'unité originaire en un troisième lieu, pour ainsi dire, obtenu après le 2. L'origine de l'ensemble des nombres est affectée d'une boucle singulière qui interdit de poser son point en la substantialité même de l'être. On y reconnaîtra seulement une opération cardiaque disséminée qu'on pourrait appeler tiercéité pour reprendre un mot de Peirce. Nous reconduisons vers une origine qui n'a pas d'origine, l'origine étant fendue, étant en écart vis-à-vis d'elle-même. Un se trouve supplémenté par deux, sans lequel il ne serait pas un, et ne l'étant qu'en excroissance et de façon, pour ainsi dire, surnuméraire. C'est donc bien après le 2, en troisième position, qu'on pourra affirmer la primauté de toute origine. Et c'est de cette manière que Derrida comprend l'intéressante proposition de Husserl dans sa manière d'envisager toute fondation comme une fondation en retour. Fondation rétrocédante, rétrogénérique, pour ne pas parler, comme tout à l'heure, d'un boomerang. Hegel, d'une certaine manière, avait déjà compris que l'origine est seconde, c'est tout le processus même de la phénoménologie de l'esprit. Il avait compris que l'origine est seconde, qu'elle est une construction du multiple, ou comme il dit encore, un résultat. L'origine résulte, ne commençant qu'à la fin, ainsi que le montre la figure du cercle, encore trop parfaite aux yeux de Derrida, bien sûr, mais le cercle ayant cette propriété essentielle et extraordinaire de fusionner l'origine et la fin. Quel est le point d'origine du cercle? Où commence le cercle et où s'achève le cercle? Ce sera toujours sur le même point, comme fendu en deux. Et cette origine en laquelle le début est tout autant une fin, cette indécision semble se frelater par la réflexion de Husserl sur la géométrie, affectée ce que Derrida appellerait d'une différence originaire. Ce débordement de l'ontologie logique dont elle procède donnera à Derrida l'occasion de parler d'un retard originaire qui n'est pas le propre de la géométrie, bien sûr, ni du zéro qui ferait ensemble vide et dans lequel un peut surnager, se multiplier en rond. Non, il est question ici plutôt de quelque chose que la géométrie va tracer d'abord sous forme d'un trait, d'une trace, d'une ligne, d'une écriture, une trace de quelques coups de crayon dans le sable numérique effrité, comme on le voit très bien dans le calcul intégral ou de la question de la dérivée, qui n'est qu'un point infinitésimal, incapable d'être cerclé de manière absolument régulière. Dans le sable irrégulier du désert manque la clôture toujours ouverte par un vent, par quelques accidents, sur quelques grains. La boucle se déclôt et effectivement par cette écriture friable, sans origine, ni corrélation originaire, et dont on trouvera déjà la problématique chez Leibniz lorsqu'il dira que la courbe ne peut pas être simplement faite de poudre, elle ne peut pas être simplement faite de grains, même si le calcul différentiel en tant que tel conduit vers une forme de granulosité dans le rapport de dy sur dx. Voici donc que du coup, Derrida va barrer le verbe être au profit d'un événement erratique, quand Deleuze en parlera à son tour comme d'un extraêtre, extraêtre qui est également indexé autour de la question de sa lecture de Leibniz et du calcul intégral. Au début déjà règne la souveraineté de l'effritement et pour cette raison même on ne saura, je cite Derrida, par où commencer à tracer le faisceau ou le graphique de la différence, car ce qui se met précisément en question c'est la requête d'un commencement de droit, d'un point de départ absolu. Fin de citation. C'est dans Marche de la philosophie. Alors bon, on comprendra sans doute que l'unité supposée première est elle-même divisée, toujours déjà divisée, comme brisée par un retard originaire menaçant le principe d'identité,
qui fondait la philosophie aristotélicienne d'une certaine manière, au nom ici d'une différence mineure. Mineure parce que le petit a est un petit a. Et du coup, ce qui est donné finalement dans la philosophie classique comme une identité évidente, ce qui vaut d'une unité fondatrice et idéale, principe premier, à la simplicité si claire et distincte, va se trouver soudainement habité d'une multiplicité qui signe l'œuvre même de Jacques Derrida.